Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Je salue tout particulièrement les participants au stage communiquant en unité qui occupent ou vont occuper ces fonctions très prochainement. Et l'ADICODE les forme aux enjeux de la communication de défense pour qu'ils puissent notamment répondre au mieux aux demandes qui sont les vôtres, mesdames et messieurs les journalistes. Donc, au programme de ce point presse, nous avons les agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère des Armées et nous ferons un point sur les opérations militaires en cours avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, et nous consacrerons le focus thématique sur la contribution des armées à la sécurisation des grands événements, notamment sportifs. À quelques mois de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, le gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée Christophe Abad, nous fera un point sur la manière dont les armées se préparent à assurer le bon déroulement de cet événement majeur sur l'ensemble du territoire. Et des capsules vidéo présenteront également la posture permanente de sûreté air et la posture permanente de sauvegarde maritime. Donc je commence avec l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il a ouvert ce matin la 4e édition du Forum Innovation Défense au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Dans son discours, il a défini le FID comme un carrefour stratégique qui doit insuffler un vent d'audace et d'ingéniosité. Pour ce faire, nous donnons des moyens sans précédent à l'innovation avec 10 milliards d'euros dans la loi de programmation 2024-2030 et ces 10 milliards seront prioritairement investis dans 10 thématiques parmi lesquelles l'intelligence artificielle, le quantique ou encore le spatial. Je poursuis avec l'agenda de Mme Miralles. Ce matin, la secrétaire d'État a présidé le conseil d'administration de l'Office national des combattants de victimes de guerre et cet après-midi, elle s'entretient avec le commissaire général Jérôme Tellier, attaché de défense à Rome. Lundi prochain, le 27 novembre, elle sera au Centre national des sports à Fontainebleau pour poser la première pierre du nouveau village des blessés. Initié par l'armée de terre, ce village répond désormais à une volonté forte de l'ensemble du ministère. Il s'agit de faire converger l'ensemble des efforts des armées et de la gendarmerie pour mener à bien ce magnifique projet que nous devons à nos blessés et à leurs familles. Le sport est compris comme participant pleinement à la convalescence et à la reconstruction des blessés. Et en donnant un accès facilité et renforcé à des activités centrées sur le sport, le village des blessés sera complémentaire des soins effectués au sein des hôpitaux d'instruction des armées et de l'action des maisons Athos qui agissent, elles, dans le champ psychosocial. Par ailleurs, la grande originalité de ce village est sa capacité d'accueil des blessés avec leurs familles, ce qui permet de les associer le plus étroitement possible au parcours de reconstruction du blessé. Cette cérémonie de pose de la première pierre est ouverte à la presse et je vous invite à vous accréditer auprès du Centre Média. Toujours le lundi 27 novembre, le soir, elle prendra part au premier dîner de gala au profit du Bleuet de France. Et enfin, jeudi prochain, le 30 novembre, elle se rendra à Auschwitz en Pologne avec le grand rabbin de France. Je passe aux actualités du ministère et je commence par revenir sur le succès du tir de qualification d'un missile balistique stratégique M51.3. Pour commencer, quelques images. Ce tir a été conduit par la Direction générale de l'armement depuis le site des Landes de DGA Essai de missiles samedi 18 novembre. Il a été effectué sans charge nucléaire et dans le strict respect des engagements internationaux de la France. Le missile a été suivi tout au long de sa phase de vol par les moyens d'essai de la DGA
et la zone de retombée se situe en Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. Ce vol réalisé dans le cadre du programme M51 a permis de valider une évolution importante du vecteur de missiles. Il démontre également l'excellence de la haute technologie que les industries françaises mettent en œuvre dans ce domaine. Le programme d'armement M51 permet le maintien de la crédibilité opérationnelle des forces nucléaires dans la durée, au niveau de stricte suffisance requis par l'environnement international. Je poursuis avec la commande de 7 patrouilleurs hauturiers. La Direction générale de l'armement a commandé le 17 novembre 7 patrouilleurs hauturiers destinés à la Marine nationale. Cette commande fait l'objet de 3 marchés. Un marché de production, un marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de réalisation du système de direction de combat et un marché d'équipement de surveillance maritime. Au total, ce sont 10 patrouilleurs hauturiers qui sont attendus en service à l'horizon 2035, avec une première livraison prévue en 2026. Les patrouilleurs hauturiers se distinguent par une solide capacité de traitement de l'information et une tenue à la mer performante. Ils sont également en mesure d'embarquer un hélicoptère ou un drone apte aux missions aéromaritimes. J'en viens à présent aux manœuvres conjointes entre le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier et la marine brésilienne. Le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier, premier des 4 bâtiments ravitailleurs de force de la marine, conduit actuellement son déploiement de longue durée destiné à vérifier ses caractéristiques militaires avant son admission au service actif. Depuis fin septembre 2023, le Jacques Chevalier a navigué en Atlantique Nord et a réalisé des manœuvres conjointes avec les marines américaines et britanniques. Il a par la suite fait route vers le Brésil où il a effectué en début de semaine des manœuvres conjointes avec la marine brésilienne, dont des ravitaillements à la mer. Il est actuellement en escale à Rio de Janeiro et ce sera l'occasion pour d'anciens élèves brésiliens passés par notre école de guerre française de visiter ce nouveau bâtiment, symbole du renouvellement d'une capacité essentielle pour tenir à la mer loin et longtemps. Et je continue avec un exercice de préparation opérationnelle, le BIA 23. Pour rappel, les exercices de préparation opérationnelle garantissent, par une mise en situation réaliste, l'efficacité, la rapidité, l'agilité et la robustesse de nos forces armées. Depuis le 13 novembre et jusqu'au 3 décembre, 4000 militaires de l'armée de terre, armant plus de 500 véhicules, majoritairement issus de la 6e brigade légère blindée, sont déployés dans le cadre de l'exercice Brigade Interarmes 23 dans le camp militaire de Champagne ainsi qu'en terrain libre. Cet exercice technico-opérationnel, supervisé par la section technique de l'armée de terre et par la 3e division, est un jalon essentiel de la transformation de l'armée de terre dans son intégration du programme d'armement Scorpion et de son nouveau modèle de combat. D'un point de vue doctrinal, il contribue à valider une chaîne de commandement info-valorisée de bout en bout grâce au déploiement du nouveau système d'information des armées de commandement et de contrôle. Un médiadé aura lieu mardi prochain, le 28 novembre, et j'invite donc les journalistes qui souhaitent y participer à se rapprocher du CIRPATER. Je vous signale également que nous reviendrons plus en détail sur cet exercice lors du point presse de la semaine prochaine. 2 actualités institutionnelles à présent. Tout d'abord, la participation du ministère des Armées au Salon des maires et des collectivités locales, depuis mardi et jusqu'à aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Par sa présence au Salon, le ministère illustre son lien avec les élus et les collectivités, partenaires essentiels pour contribuer au développement des forces morales et au renforcement de l'esprit de défense. Une vingtaine de conférences dans lesquelles sont intervenues de hautes autorités militaires, des agents du ministère et des élus ont été organisées sur des thématiques très variées, allant de la loi de programmation militaire à la cohésion nationale, en passant par le recrutement. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces conférences sur la chaîne YouTube du SGA. Par ailleurs, la direction d'infrastructure de la défense, DID, située à Pepite, a reçu aujourd'hui même au Salon le prix coup de cœur du jury des trophées de la commande publique pour son marché des travaux visant à protéger les massifs coralliens. En effet, l'accueil prochain des nouveaux patrouilleurs outre-mer à Tahiti nécessitait le réaménagement portuaire de la base navale de Papeete afin de permettre l'accostage, le stationnement et le soutien des navires dans le respect des normes et règlements en vigueur. À la suite d'une étude préalable sur l'état des récifs coralliens présents sur le site,
la DID a passé un marché de travaux pour procéder à l'enlèvement et à la transplantation de massifs coralliens dans des secteurs qui en étaient dépourvus. Ce projet important pour la biodiversité comportait également un volet social. Pour réaliser ces cages métalliques utilisées comme support des greffes, la DID a collaboré avec le Centre de jeunes adolescents de Phare qui accueille des mineurs en difficulté scolaire. Le projet de protection des coraux a été réalisé au milieu de l'année 2023, un mois après la transplantation. Le bilan était très positif. Seconde actualité institutionnelle, la tenue mercredi prochain à Balard de la journée annuelle des trinômes académiques. Ce dispositif est né en 1987 pour rapprocher les mondes de la défense et de l'éducation nationale. Ce rapprochement peut prendre diverses formes. En témoigne la venue la semaine passée du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, sur le stand du ministère des Armées lors du Salon européen de l'éducation. Cela peut également prendre la forme de colloques plus spécifiquement dédiés à la jeunesse, par exemple celui sur les forces morales de la nation qui se tiendra mardi prochain, 28 novembre, à l'école militaire. Et si certains d'entre vous veulent d'ailleurs participer à cet événement qui réunit des intervenants de très haut niveau, je vous invite à contacter la direction de l'enseignement militaire supérieur, la DEMS. Je reviens donc au trinôme académique. Ce dispositif réunit sous l'autorité des différents recteurs d'académie un représentant du ministère de l'Éducation nationale, un représentant du ministère des Armées et un représentant de l'Union des associations d'auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. Le 29 novembre, ces trinômes échangeront sur l'environnement et la géopolitique pour penser le monde de demain, thématique de leur journée de réflexion. L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube du SGA, notamment les différentes conférences et tables rondes. Pour finir les actualités du ministère, je voudrais évoquer 2 actions de cohésion nationale. La première, le Duodé, qui a lieu aujourd'hui. Le Duodé est une des actions phares de la 27e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui se déroule du 20 au 27 novembre. Pendant une journée, une personne en situation de handicap et en insertion professionnelle est en binôme avec une personne valide pour découvrir son quotidien professionnel. Cet événement est destiné à attirer l'attention sur la diversité des situations de handicap et sur leur caractère souvent invisible. Cette action mobilise jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République forme cette année un duo avec Suleiman Khalef, blessé lors de l'opération Barkhane au Mali en 2020, et désormais civil de la défense au 1er régiment des hussards parachutistes de Tarbes. Suleiman Khalef a été multimédaillé aux Invictus Games 2023, 2 médailles d'or en handbike et contre-la-montre, une en argent en basket fauteuil et une autre en bronze en rameur. Le chef de l'État l'avait rencontré en janvier lors de l'inauguration de Station Debout, un centre de rééducation high-tech dédié aux personnes avec des déficits neurologiques. Le ministère des Armées est également partie prenante du Duodé. 150 offres d'emploi ont été publiées sur la plateforme dédiée cette année et 90 personnes handicapées sont accueillies au ministère dans ce cadre. 15 d'entre elles partagent la journée d'une haute autorité, parmi lesquelles les ministres, le CEMA, le CEMAT, le GMP, ou encore le SGA qui est aujourd'hui, avec son binôme, au Forum Innovation Défense. En 2022, 2525 agents civils en situation de handicap travaillaient au sein du ministère. Seconde actualité de cohésion nationale, les journées d'entraide de la marine qui se tiennent demain et samedi. À Brest, Toulon et Paris, des ventes seront organisées au profit des familles de marins endeuillés ou en difficulté. À Paris, vous pourrez vous rendre au Cercle national des armées pour faire vos achats de Noël, déguster des huîtres et du champagne, ou encore participer à des animations, car l'événement est ouvert à tous. J'en ai fini avec les sujets d'actualité. Est-ce que vous avez des questions en salle ou en audio ? Bonjour, John Lester de l'agence AP. J'ai une petite question sur les coraux à Tahiti. Oui. Parce qu'il y a une tour en métal qui va être installée sur le lieu du surf, qui nécessite aussi un déplacement de coraux pour cette construction-là.
en fait, c'est les juges et les télévisions qui sont installés là-dessus pour pouvoir voir les surfeurs sur la vague d'Eaupo. Je voulais savoir, les petites cages dont vous avez fait mention, est-ce que vous savez, est-ce qu'ils sont utilisés lors des JO pour cette transplantation de coraux aussi sur le site de... Genre, en fait, je voulais savoir s'il y a un lien entre ce que vous avez entre montré. les JO. Oui, entre ce que vous avez montré, donc les transplantations de coraux depuis le Bien port, sûr. c'est ça, Oui, à Papeete. oui, tout à fait. Voilà. Et ce qui se passe aussi sur le site du surf. D'accord. Écoutez, je vous propose qu'on revienne vers vous avec une réponse précise, parce que je n'ai pas tous les éléments en ma possession pour vous répondre, n'ayant pas pu assister malheureusement à cette opération. Sauf si... Non. Sébastien, non. Une autre question avant de passer... Oui, j'ai une question. Oui, Oui, j'ai une question, Jean-Marc Tanguy, pour le marin. À propos des patrouilleurs océaniques ou patrouilleurs hauturiers, il y a eu des sauts, je n'ai pas entendu le montant du contrat. Et est-ce qu'il serait possible de savoir également qui est attributaire de ce contrat et quelle est la répartition de la charge entre les différents chantiers? Et enfin, quand est-ce que le premier doit être livré? Merci. Oui, merci pour votre question. Là aussi, on reviendra vers vous, DG Jacob, reviendra vers vous rapidement avec les éléments de réponse. Je vous propose maintenant, sauf s'il y a d'autres questions, que nous passions au point sur les opérations militaires françaises en cours avec le colonel Pierre Godillère. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la Directrice. Bonjour, on commence en mer Baltique, sur le flanc est de l'Europe, où depuis le 20 novembre, voilà, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un chasseur de mines tripartite, le CMT Aigle, ont intégré la force de guerre des mines de l'OTAN pour participer à l'exercice Freezing Winds 23, organisé pour la première fois par la Finlande depuis son intégration dans l'Alliance. Les armées françaises participent aux côtés de forces finlandaises, évidemment, mais aussi allemandes, belges, américaines, hollandaises, polonaises et suédoises à cet exercice multilutte ayant pour objectif de développer les capacités de contrôle maritime et l'interopérabilité entre les partenaires. Et pour la première fois, la Marine nationale française intègre un Atlantique 2 déployé sur la base finlandaise de Tampere depuis le 19 novembre. On va en Estonie. Le 15 novembre, sur la zone d'entraînement du camp de Tapa, l'équipe médicale du service de santé des armées et une section du sous-groupement tactique interarmes s'est entraînée au combat en zone urbaine avec des objectifs d'exercice qui comportaient des procédures médicales lors de combats urbains de haute intensité, ce qui est un enjeu évidemment majeur pour le soutien des forces. En Roumanie, depuis le 13 novembre 2023, les composantes françaises et belges du bataillon multinational, dont je vous rappelle la France est nation cadre, se sont engagées dans un grand exercice de tir qui s'appelle Eagle Fury et qui est là pour valider des capacités opérationnelles ensemble sur le camp de Chinku. Cette séquence permet de confirmer la pleine capacité opérationnelle des alliés, là encore, aux procédures et aux standards de l'OTAN. L'objectif de ces séquences est de permettre de perfectionner les procédures de tir en l'occurrence, et les façons de manœuvrer de toutes les composantes nationales de la mission Aigle qui renforce le flanc Est en Roumanie. En Grèce, l'exercice Holiko se poursuit avec des actions combinées entre la brigade blindée hellénique et les nations contributrices. Les véhicules blindés de combat d'infanterie VBCI et les chars Leclerc français ont pu manœuvrer et tirer avec les blindés Marder et Léopard 2 grecs et des chars Abrams américains. Ce sont des séquences de combat en zone urbaine et également des séquences de franchissement de cours d'eau qui permettent, là encore, de renforcer l'interopérabilité et de démontrer des capacités opérationnelles conjointes entre les trois nations alliées impliquées. Parallèlement, la manœuvre logistique de l'opération Notos, dont nous avons parlé la semaine dernière, se poursuit. Vous vous rappelez, c'est une opération finalement logistique multimodale qui exploite
l'air, la terre et la mer, et dont pour la première fois le port d'Alexandropolis pour permettre aux forces françaises de diversifier les voies d'acheminement, ce qui confirme l'importance de sa mobilité stratégique afin de pouvoir renforcer sous très court préavis le flanc est de l'Alliance. En Atlantique Nord, en route vers le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer en scène de vaisseau Jacubet a participé à un exercice de coopération avec la frégate portugaise Corte Real du 18 au 19 novembre. Cette rencontre a débuté par un exercice de visite avec le Corte Real dans le rôle du plastron, permettant à l'équipe de visite du Jacubet de monter en puissance avant son déploiement en zone Corymbe, en Afrique de l'Ouest donc. Elle s'est poursuivie par une série d'entraînements entre les deux équipages dans des conditions météorologiques particulièrement dégradées. Ce sont 2 jours d'échange qui permettent aux marins français et portugais de dérouler les procédures otaniennes et de renforcer leur interopérabilité. En Méditerranée orientale, on parle d'abord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre qui a fait escale à Limassol du 11 au 15 novembre et repris la mer pour mener un exercice bilatéral franco-américain le 16 novembre. Des manœuvres croisées amphibies et hélicoptères se sont ainsi succédées tout au long de la journée entre le bâtiment français et le navire amphibie américain USS Mesa Verde. Le même jour, la frégate multimission de défense aérienne Alsace a fait escale à Beyrouth. L'équipage a eu l'occasion de conduire avec les marins libanais des exercices conjoints de sécurité. Le 20 novembre, cette frégate, donc l'Alsace, a été relevée par la frégate multimission Lorraine en vue de maintenir notre appréciation autonome de situation dans la région, complétée par 3 vols de reconnaissance de l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 pour des vols donc de reconnaissance. C'est donc un dispositif complet et cohérent qui œuvre en Méditerranée orientale depuis le début de l'année. Parallèlement, et vous avez pu suivre ça en début de semaine, les armées contribuent à l'acheminement du fret humanitaire au profit des populations civiles de Gaza, en coordination avec le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Un 4e vol ce lundi 20 novembre a eu lieu, a décollé d'Orléans donc, et a amené 65 tonnes de fret humanitaire en tout. Donc 11 tonnes cette fois-ci, et pour les armées, ça représente 65 tonnes de fret depuis les 3 autres rotations qui ont eu lieu vers El Arish. Et cette fois-ci, ce vol a eu lieu entre Orléans, escale technique au Caire, et El Arish. Par ailleurs, le PHA, donc le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, a appareillé ce lundi 20 novembre également en direction de l'Égypte avec des capacités médicales renforcées conformément à l'ordre du président de la République. Pour les Émirats arabes unis, depuis le 30 octobre, l'armée de l'air et de l'espace participe à l'exercice ATLC, Advanced Tactical Course, organisé par les Émirats arabes unis et incluant notamment les États-Unis, la Grèce ou l'Allemagne. Pour cette édition, la France mobilise 9 Rafales, un avion de transport tactique A400M et un avion multirôle ravitailleur A330 Phoenix depuis la base aérienne des forces françaises aux Émirats arabes unis. Cet exercice multinational en zone désertique vise d'une part à délivrer la plus haute qualification des pilotes de chasse, la qualification de chef de mission, Mission Commander, et d'autre part à améliorer l'interopérabilité et la connaissance mutuelle des procédures et des tactiques mises en œuvre par les nations partenaires dans des exercices aériens particulièrement denses. Toujours pour les forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, du 16 au 18 novembre, l'AFREM Languedoc a intégré le groupe aéronaval américain du porte-avions USS Eisenhower dans le nord-ouest de l'océan Indien. Par la suite, le Languedoc a effectué une relâche opérationnelle à Djibouti le 21 et 22 novembre avant de reprendre sa patrouille vers le détroit de Bab el-Mandeb, illustrant l'attachement de la France à la liberté de navigation et à la sécurité maritime. Enfin, un Atlantique 2 est actuellement déployé aux Émirats arabes unis et effectue des vols de surveillance maritime dans le cadre de l'opération Agénor, qui est le volet militaire français de l'initiative européenne EMASO, European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. En Afrique de l'Ouest,
Au Sénégal, du 10 au 18 novembre, l'exercice Xaritou 2023 s'est tenu près de Dakar. C'est un exercice qui est organisé par le Sénégal et qui s'est articulé autour d'une manœuvre amphibie avec le débarquement sur la plage depuis le PHA Mistral qui est en mer, d'une manœuvre héliportée suivie d'un exercice tactique incluant des tirs réels au plus proche du réel. Cette 4e édition a ainsi réuni 2 nations, le Sénégal et la France, dans tous les milieux, terre, air, mer, et a réuni donc plus de 1000 militaires, 500 Sénégalais, 500 Français, et un état-major d'une trentaine conjoint, d'une trentaine de militaires commandés par le Sénégal. Xaritou 23 est donc le symbole d'un partenariat militaire opérationnel particulièrement dynamique et performant qui renforce l'interopérabilité entre les 2 partenaires, le haut niveau de coopération entre le Sénégal et la France et une certaine pratique d'exercices complexes. En Côte d'Ivoire, depuis le 24 novembre, les éléments français en Côte d'Ivoire ont conjointement organisé l'exercice Touraco 2023 avec l'armée de l'air et de l'espace, les forces armées de Côte d'Ivoire, renforcées par un détachement d'instruction opérationnelle des éléments français au Sénégal. Cet exercice a permis la réalisation d'une formation parachutiste à laquelle participaient 6 pays africains. Cet exercice permet aux 2 partenaires de s'entraîner ensemble et de partager des savoir-faire communs au profit de la stabilité régionale. Et on va terminer par l'exercice Coubertin afin de fournir une transition pour la suite du point presse sur le territoire national. Donc, quelques jours après la fin de la Coupe du monde de rugby, les armées se sont rapidement remobilisées pour l'exercice Coubertin, le jalon majeur dans la préparation des armées et à la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est un exercice qui a commencé le 13 novembre jusqu'au 23 novembre, avec plus de 200 militaires issus de toutes les armées, directions et services, depuis le camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye et l'état-major de zone de défense sud à Marseille. Coubertin permet ainsi aux différents acteurs des niveaux stratégiques, opératifs et tactiques d'éprouver des procédures qui seront mises en application à l'été 2024. Et cet exercice entraîne plus particulièrement les postes de commandement dans un scénario conçu pour mettre sous tension les participants et tester la coordination interministérielle. Des enseignements vont évidemment être tirés de cet exercice afin d'affiner les procédures de chaîne de commandement pour être au rendez-vous à l'été 2024. Et comme lors de la Coupe du monde de rugby, mais à une toute autre échelle, les armées s'engageront dans tous les milieux, assurant ainsi la protection des participants au sol, en mer et dans les airs. Et le prochain jalon de ce type d'exercice sera un exercice qui s'appelle Coubertin-LAD pour les armées au printemps 2024, plus spécifiquement dédié à la lutte anti-drone, où l'armée de l'air et de l'espace sera menante en intégrant notamment des moyens du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. J'ai terminé dans les temps ce rapide tour des opérations. Est-ce qu'on prend des questions ou vous voulez enchaîner tout de suite On va peut-être prendre des questions maintenant. Oui. Oui, bonjour, Nicolas Barraud du Figaro. 3 petites questions sur le Proche-Orient. Quel sera le port d'attache du Dixmude en Égypte? Est-ce que vous avez des précisions sur comment seront évacués les blessés de Gaza? Et dernière chose, sur les 65 tonnes de fret acheminées, combien sont arrivés à Gaza même? Merci. Alors, le port d'attache... Le port d'attache du PHA, donc là en ce moment il est à l'est de la Sicile, à l'heure où je vous parle. Il va rejoindre sa zone d'opération en fin de semaine. Il y a une équipe de reconnaissance et de liaison qui a été dépêchée depuis le début de la semaine pour justement convenir avec les autorités égyptiennes du lieu où il va pouvoir s'établir. Donc ce n'est pas encore arrêté à ce stade. Ce qui lie assez rapidement la question à l'acheminement des blessés. Là aussi, c'est en cours d'étude et c'est effectivement clé pour la capacité de traitement avec des fonctionnalités médicales ou sanitaires à bord du porte-hélicoptère amphibie. Mais la question clé, c'est comment est-ce que les blessés vont être acheminés d'abord de Gaza et ensuite jusqu'à ce fameux port d'attache et ensuite sur le bateau. Mais c'est une question qui dépasse largement les armées. Ensuite, la dernière chose, c'est le
la quantité de fret humanitaire, donc 3 fois 18 tonnes égale 54 plus 11, 65 tonnes livrées en A400M. À quoi on rajoute aussi des avions civils qui ont été affrétés par le MEAE et qui portent environ à 100 tonnes le fret humanitaire qui a été transporté pour l'instant par la France vers l'Égypte en l'occurrence. La distribution est effectuée ensuite par le Croissant Rouge. Il faudrait que vous tourniez vers l'ONG pour savoir le nombre qui est arrivé. Je peux vous confirmer qu'il y a déjà de l'aide humanitaire qui est arrivée à Gaza, en provenance de France. Je ne sais pas exactement la proportion. Oui, bonjour, Romain Baheux du Parisien. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler les scénarios auxquels ont été soumis les participants de l'exercice Coubertin? Question pour moi-même. Je pense qu'on reviendra juste après sur la partie préparation aux Jeux Olympiques. Avez-vous d'autres questions sur les opérations militaires en cours? Non, parfait, merci beaucoup. Donc on va pouvoir passer maintenant au focus thématique qui porte ce jour sur la sécurisation des grands événements par les armées, notamment les événements sportifs. Donc la Coupe du monde de rugby qui s'est déroulée en France du 8 septembre au 28 octobre a été un bel événement sportif et festif, même si nous n'avons pas gagné. Mais cette compétition sportive a également été un défi en termes de sécurisation que les armées ont relevé. Et en effet, elles ont contribué à la sécurisation des 48 matchs de la compétition, d'une part dans le domaine terrestre, d'autre part en activant des dispositifs de lutte anti-drone et de police de l'air avec les moyens de l'armée de l'air et de l'espace. Dans quelques mois, ce sera le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques et le ministère des Armées est naturellement un acteur incontournable dans l'organisation de cet événement sportif majeur. Outre le volet rayonnement, le ministère des Armées est pleinement impliqué dans le volet sécurisation aux côtés des autres services de l'État en apportant des savoir-faire uniques et spécifiques. Général, je vous cède la parole. Merci Madame la Directrice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis le général Abad, je suis le gouverneur militaire de Paris et en cette qualité, j'exercerai le commandement des moyens militaires terrestres qui seront déployés en Île-de-France au courant de l'été 2024, ainsi que la coordination des moyens interarmés. On y reviendra. En effet, c'est une bonne transition sur la question qui vient d'être posée, mais j'y répondrai plus tard. Je rentre, c'est ce qui justifie ma tenue, ce n'est pas une coquetterie. Je rentre du camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, qui est le centre à partir duquel sont commandées toutes les opérations militaires en Île-de-France, au premier rang desquelles l'opération Sentinelle depuis 2015. Et nous avons achevé ce jour, en fin de matinée, cet exercice Coubertin, entraînement majeur des armées, en vue des Jeux Olympiques. Nous sommes à moins de 250 jours de la cérémonie d'ouverture et les armées se préparent avec détermination pour être au rendez-vous. Diapo suivante. Voilà, comme l'illustre cette vue, intitulée Cadre spatio-temporel, bien entendu, c'est un dispositif que vous avez déjà vu, qui vous est pour la plupart familier. Les épreuves olympiques se dérouleront majoritairement en Île-de-France, même si, pour être exact, vous le savez, plusieurs départements de métropole et la Polynésie française seront également concernés. Quels que soient les sites d'épreuves, que ce soit des lieux qui sont... Enfin, la plupart des lieux sont connus par les militaires, soit parce qu'ils entrent depuis 2015 dans le périmètre de surveillance de l'opération Sentinelle que je viens d'évoquer, ou soit parce qu'ils ont fait l'objet de reconnaissance approfondie depuis le dévoilement des lieux d'épreuve, des sites d'épreuve. C'est notamment à cela qu'ont servi les différents événements tests. Alors dans le jargon des JO, on parle de test event, qui se sont déroulés partout en France depuis cet été, dont certains pas très loin des Invalides, où j'ai l'insigne honneur de travailler. Je pense à l'épreuve du tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides d'une part, et au triathlon dont le centre de gravité était le pont Alexandre III. Je parle de test event qui se sont déroulés dans la période du 17, 18 et 19, 20 août dernier, au cœur de l'été, mais qui ont été pleins d'enseignements et extrêmement structurants. Ce que vous devez également intégrer, c'est que, sans détailler bien entendu, c'est que le cœur de Paris porte la singularité des Jeux à la française, l'ADN des Jeux à la française,
avec la tenue et l'installation de sites dits éphémères dans l'hypercentre parisien, et également avec une autre singularité que vous avez tous en tête et sur laquelle je reviendrai, qui est la tenue de façon inédite dans les Olympiades modernes d'une cérémonie d'ouverture des Jeux, non pas dans un stade olympique, mais sur la Seine. Planche suivante. Alors, cette diapo synthétise les missions qui seront dévolues aux armées pour contribuer à la sécurisation des Jeux, alors, soit au titre des postures permanentes, soit en appui des forces de sécurité intérieure. Ces Jeux sont bien sûr, c'est une évidence, mais il convient de la rappeler, les Jeux de tous, les Jeux de la France, et la coordination entre les différents services de l'État est essentielle. C'est précisément ce qui a fait l'objet des différents exercices réalisés depuis plus de 2 ans, dont l'exercice Coubertin que je viens d'évoquer, lesquels, ces exercices, soulignent la nécessité d'être en permanence en très étroite collaboration, complémentarité, dans les capacités que les différents ministères sont en mesure d'engager. Dans le domaine de la sécurité, qui est mon périmètre de responsabilité directe, les armées produiront plusieurs effets qui contribuent tous à la lutte contre le terrorisme. Alors, le premier effet, ou les premières missions, ce sont des missions de sécurisation dynamique, très majoritairement réalisées par l'armée terre, comparables à celles que nous faisons dans le cadre de l'opération Sentinelle, que vous connaissez, dont le format, je le souligne, sera profondément modifié. Deuxième type de mission, les missions d'appui spécialisées. Quelques exemples, l'aéromobilité, le déminage terrestre et subaquatique, des capacités cynotechniques, la lutte contre les menaces radiologiques, bactériologiques et chimiques, pour citer les plus importantes, et qui sont des capacités que bon nombre de ministères possèdent, mais nous aurons besoin d'agréger l'ensemble de ces capacités d'expertise pour répondre aux attentes un peu hors normes des Jeux olympiques. Des missions que je qualifierais de spécifiques, puisque en effet, nous serons chargés de la sécurisation de la zone amont de la cérémonie d'ouverture sur la Seine le vendredi 26 juillet 2024. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, singularité, nous déploierons ce qu'on a appelé un bataillon de cérémonie pour assurer la montée des couleurs par des militaires des 3 armées pendant les remises de médailles. Pour fixer les idées, Jeux olympiques de l'ordre de 350 cérémonies de remise de médailles olympiques, cérémonies Jeux paralympiques de l'ordre de 550. Donc ça fait beaucoup de cérémonies et donc un bataillon conséquent. Troisième type de mission, des missions dans le champ cyber qui seront assumées par les unités du commandement de la cyberdéfense en appui de la force militaire déployée et bien sûr dans le cadre de la lutte globale qui est pilotée, vous le savez, mais je le rappelle, par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information relevant elle-même de l'autorité du Premier ministre et pour emploi SGDSN. Enfin, quatrième type de mission, des missions de sûreté aérienne réalisées par l'armée de l'air et de l'espace, incluant des capacités de lutte anti-drone, ainsi que des missions de sauvegarde maritime réalisées par la Marine nationale, toutes ces missions faisant principalement effort, bien entendu, sur et autour les sites olympiques. Maintenant, je vais vous laisser regarder 2 vidéos qui portent sur ces 2 champs missionnels, la sûreté aérienne et la sauvegarde maritime, puisque les officiers qui portent ces compétences, dans des petits clips, des petites capsules, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Du 20 juillet au 5 août 2024, l'épreuve de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendra sur le site de Teahupo'o, à Tahiti. À cette occasion, les armées participeront grâce aux moyens de la Marine nationale au dispositif particulier de sûreté maritime sous l'autorité du délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, qui est, en Polynésie française, le haut-commissaire. Ce dispositif est interministériel. Il a vocation à s'articuler avec celui des forces de sécurité intérieure. Le dispositif retenu permet de prendre en compte 3 particularités locales. Il y a d'une part la situation de la vague qui se situe entre le lagon et le large. Ces 2 espaces présentent des spécificités distinctes. Il y a aussi la répartition des responsabilités entre l'État et la collectivité de Polynésie française, avec une réglementation qui évolue selon la distance de la côte. Il y a enfin le choix fait par l'organisation d'héberger les athlètes à bord d'un navire-hôtel qui sera mouillé à proximité du site avec un besoin de protection.
La marine est engagée pour faire respecter en mer la sécurité de l'événement. Cette opération, placée sous mes ordres en tant que commandant de zone maritime, sera conduite en coordination avec la gendarmerie pour la partie côtière, ainsi qu'avec les organisateurs de l'épreuve. Plusieurs unités de la marine et de la gendarmerie maritime seront engagées dans cette opération. Des aéronefs de surveillance maritime de la marine, Guardian, pour une surveillance dans la profondeur, un patrouilleur de la marine pour détecter les embarcations non habilitées à entrer dans le périmètre des épreuves à proximité de la vague, et des intercepteurs de la gendarmerie maritime pour stopper les contrevenants. Enfin, de nuit, des unités assureront la surveillance du navire des athlètes. La coordination en mer sera assurée par le patrouilleur. Une liaison étroite sera entretenue avec le poste de commandement du haut-commissaire. La profondeur du dispositif qui sera déployé par les armées et la coordination qui sera ainsi assurée garantiront la bonne sécurité de cet événement inédit à l'échelle de la Polynésie française. Lors des Jeux Olympiques, les épreuves de voile auront lieu en rade de Marseille. Près de 150 régates s'y dérouleront entre le 28 juillet et le 8 août. Il s'agira d'assurer quotidiennement la sécurité en mer de l'événement et des spectateurs. Il s'agira aussi de faire face aux menaces potentielles dans une rade restant partiellement ouverte aux usagers. La Marine nationale apportera un concours important au bon déroulement de cet événement à portée internationale. L'une des missions fondamentales de la Marine nationale à proximité de nos côtes est la défense maritime du territoire. Les différentes unités de la Marine nationale surveillent ainsi quotidiennement nos approches sous l'autorité de l'amiral commandant la zone maritime Méditerranée, appelé SECMED, dans le cadre d'une posture permanente de sûreté maritime. À l'occasion des JO, la Marine nationale sera un rouage essentiel qui apportera son expertise en matière de connaissance et de maîtrise des espaces maritimes afin d'avoir un préavis sur toute menace venant de la mer. L'amiral commandant la zone maritime Méditerranée est également préfet maritime de la Méditerranée. À ce titre, en tant que représentant de l'État français et de tous ses ministres en mer, il est compétent en matière d'ordre public et de sauvegarde des personnes et des biens. Pour assurer le bon déroulement d'un événement majeur tel que les JO, il mettra en place un dispositif particulier de sûreté maritime qui s'appuiera sur les administrations concourant à l'action de l'État en mer. Il s'agira notamment de la gendarmerie nationale, de la marine nationale, des affaires maritimes et de la douane. Les objectifs d'un tel dispositif particulier de sûreté maritime sont de 3 ordres. Premièrement, il faut pouvoir faire face aux diverses menaces, notamment le terrorisme ou les mouvances contestataires. Ensuite, il s'agit de répondre aux différents accidents et événements de mer de toute nature qui pourraient survenir. Enfin, le préfet maritime doit garantir le bon déroulement de l'événement en réglementant les usages sur le plan d'eau. Au sein de ce dispositif interministériel, les capacités hauturières des bâtiments et aéronefs de la Marine nationale assureront la première couche de protection au large permettant l'anticipation. Sur la frange côtière, la gendarmerie maritime qui relève de la Marine nationale et des équipes de fusiliers marins prendront le relais aux côtés des autres administrations pour assurer une protection resserrée de la zone de la course. Enfin, la marine déploiera des moyens spécialisés nécessaires à la protection du plan d'eau, comme une cellule anti-pollution ou un groupe de plongeurs démineurs. L'ensemble de ce dispositif sera coordonné depuis un poste de commandement sur place qui travaillera en étroite collaboration avec les centres opérationnels de SECMED et du préfet maritime à Toulon. En parallèle de cette forte sollicitation, toutes les administrations continueront à remplir leurs missions respectives. La contribution de la Marine nationale se fera aussi via le bataillon des marins-pompiers de Marseille, unité importante de la Marine, dans le cadre de ses missions classiques de sécurité civile, en mer comme à terre, notamment pour la sécurisation des épreuves de football. Même si un événement de l'ampleur des JO est assez rare sur notre façade, nous sommes habitués à sécuriser de grands événements en mer. Le dispositif particulier relatif aux JO a d'ailleurs été intégralement testé avec succès lors des épreuves de test event en juillet dernier. L'été prochain, nous mettrons en œuvre toute notre expertise et tous nos savoir-faire pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif.
Je suis le général de brigade aérienne Arnaud Bourguignon et j'ai été nommé en août dernier chargé de préparer la protection aérienne et anti-drone des Jeux olympiques et paralympiques 2024. L'armée de l'air et de l'espace joue un rôle tout à fait singulier dans la sécurisation de ces Jeux olympiques parce qu'elle a une de ses deux missions régaliennes qui est la posture permanente de sûreté, mission qu'elle assure depuis environ 60 ans aujourd'hui et qui place le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes responsable de cette mission directement devant la Première ministre. Parallèlement à cela, l'organisation récente de la lutte anti-drone en interministériel a donné à l'armée de l'air la responsabilité de la coordination et de l'intégration de tous les moyens dédiés à la lutte anti-drone. Ces deux missions particulières confèrent à l'armée de l'air la place tout à fait singulière qu'elle va avoir dans la sécurisation des Jeux olympiques. Le défi majeur que représente la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 pour l'armée de l'air et de l'espace est de proposer un niveau de sûreté suffisant tout en limitant l'impact sur les utilisateurs de l'espace aérien national, de manière à ce que ces Jeux olympiques restent in fine une fête pour l'ensemble des utilisateurs et du public qui va venir en nombre assister à ces Jeux olympiques. On va essayer de prendre en compte l'ensemble du spectre des menaces qui peuvent aller des plus probables aux plus dangereuses, c'est-à-dire des menaces liées aux méconnaissances de gestion de l'espace aérien national, aux actes terroristes et notamment au détournement d'emploi de moyens aériens à des fins terroristes, en passant par des menaces de type contestataire. L'armée de l'air va mettre en œuvre des dispositifs particuliers de sûreté aérienne qui concrètement consistent en un renforcement de la sécurité sur un espace déterminé qui va s'organiser de manière multicouche, partant de la lutte anti-drone au niveau du sol, en passant par la défense solaire et en se poursuivant vers les moyens de défense aérienne qui sont des moyens aériens permettant de protéger la zone, le volume déterminé. Pour augmenter la protection aérienne des différents sites au moment des Jeux olympiques et paralympiques, nous allons mettre en œuvre un certain nombre de moyens aériens et notamment des avions radars de type AWACS pour augmenter la détection jusqu'au niveau du sol, des drones Reaper qui vont nous apporter leur capacité de visualisation de la situation, mais bien sûr des moyens chasse type Rafale et Mirage 2000 de manière à intervenir rapidement et n'importe où pour mener une mesure active de sûreté aérienne sur un appareil non identifié. Des avions ravitailleurs qui seront en alerte au sol ou en vol de manière à donner de l'allonge et de la profondeur à notre dispositif. Des PC-21, généralement utilisés pour la formation des personnels navigants, mais qui nous permettent d'assurer une mission de guet à vue et de primo-intervenant en cas de besoin d'identification d'un appareil inconnu. Et enfin, des hélicoptères Fennec qui peuvent embarquer un tireur d'élite, mais également équipés de brouilleurs légers, de manière à faire de la lutte anti-drone depuis ces hélicoptères. Concernant la lutte anti-drone, les moyens qui vont être déployés à l'occasion des Jeux olympiques sont tout d'abord des moyens lourds de lutte anti-drone qui permettent de détecter, identifier et de brouiller. Ces moyens seront mis en œuvre par l'armée de l'air et le ministère de l'Intérieur. Et sur l'ensemble des sites, qu'ils soient des sites intégrés aux dispositifs particuliers de sûreté aérienne ou des sites distants dans les villes de province, des moyens plus légers de lutte anti-drone mis en œuvre principalement par les forces de sécurité intérieure, mais coordonnés par l'armée de l'air dans leur intégration.
La Coupe du monde de rugby 2023 nous a permis d'éprouver l'organisation de la lutte anti-drone que nous avions imaginée précédemment et nous a montré toute la pertinence de la chaîne de coordination de cette lutte anti-drone interministérielle que nous avons mise en place. Et au-delà de sa pertinence, elle a montré son efficacité puisque nous avons détecté 55 drones à l'intérieur de zones interdites créées pour l'événement. Nous avons été amenés à brouiller 25 de ces drones et par une coordination avec les forces de sécurité intérieure, nous avons pu interpeller 9 télépilotes. Voilà, donc ces deux vignettes illustrent parfaitement la grande richesse et la grande diversité des missions qui seront remplies par les forces armées. Donc à la fois des missions dans le champ de la sécurisation dynamique que j'évoquais, des missions spécifiques d'appui, des missions très particulières, bâtiment de cérémonie, et puis les missions qui viennent d'être appelées dans le champ de la sûreté aérienne et de la sauvegarde maritime. Et pour réaliser l'ensemble de ces missions, les armées, à ce stade, à 250 jours de l'échéance, se préparent à engager de l'ordre de 15 000 militaires au niveau national, dont près de 10 000 seront déployés en Île-de-France. Diapo suivante. Alors, je vous propose un petit zoom sur quelque chose qui bien sûr, qui intéresse beaucoup de monde et qui est très médiatisé à juste titre. C'est la cérémonie d'ouverture du 26 juillet 2024. Qui est en soi, on en est tous bien conscients, un événement majeur par son caractère inédit que j'ai rappelé en introduction, tout simplement parce que nous sommes, de façon exceptionnelle, en dehors d'une enceinte sportive. Les opérations de sécurisation générale sont sous la responsabilité du préfet de police de Paris, dont je suis, je le rappelle, le conseiller militaire, et feront appel à certaines capacités spécialisées déjà mentionnées, comme par exemple les démineurs, les plongeurs de combat, etc. Plus spécifiquement, le ministre des Armées a proposé d'assurer la sécurisation de la zone de préparation de la cérémonie d'ouverture en amont du pont d'Austerlitz. Vous la voyez à droite, c'est-à-dire au sud-est de la zone, en établissant dans cette zone une zone protégée à partir du 15 juillet, c'est-à-dire 11 jours avant la cérémonie d'ouverture. Je profite d'ailleurs de cette planche pour resituer une emprise qui va être majeure en termes de stationnement, qui est la pelouse d'Ory, que vous voyez apparaître, sur laquelle, je le rappelle, sera implanté un camp militaire pouvant accueillir jusqu'à 5000 personnes. Planche suivante. Et je voudrais, avant qu'on passe à nos échanges et aux questions éventuelles, évoquer dans cette synchromatrice la dimension de préparation et de montée en puissance de la force, qui a bien sûr déjà débuté depuis presque 2 ans maintenant. Il y a bien sûr les travaux de planification, les entraînements qui se sont matérialisés par des exercices Coubertin, le premier en janvier 2022, le deuxième qui vient de s'achever. Certains axés spécifiquement sur la lutte anti-drone, un premier exercice Coubertin-LAD en janvier 2023, un prochain en mars 2024. Il y a aussi les grands événements sportifs pour lesquels les moyens militaires ont été engagés en appui des forces de sécurité intérieure. Je veux parler de la Coupe du monde de rugby qui s'est achevée récemment. Et en conclusion, je souhaite insister sur les clés du succès de l'engagement de nos armées. Il s'agira pour les armées de conserver une liberté d'action dans les milieux terrestres, aériens, maritimes et cyber. En particulier, nous estimons que la mobilité de nos forces sera stratégique. C'est ce qui a guidé d'ailleurs, pour ce qui me concerne en Île-de-France, le choix d'implantation des unités déployées pour être dans une stratégie très simple et très compréhensible, positionner les unités au plus près des sites d'épreuve pour minimiser les distances et les déplacements. Et ceci afin d'accroître notre niveau de réactivité. Comme nous le vivons aujourd'hui sur Sentinelle depuis maintenant 8 ans et demi, la réactivité est un élément clé de l'efficacité d'une force. C'est vrai aujourd'hui et ça sera encore plus vrai à l'été 2024. Enfin, je voudrais insister sur un point clé qui est la singularité de l'engagement des forces armées sur le territoire national, hors des champs régaliens qui ont été évoqués, puisque ça a été dit
par le général Bourguignon. Il y a des chaînes verticales qui relèvent directement de la Première ministre. Mais pour ce qui concerne de l'engagement sur le territoire national dans le champ aéroterrestre, eh bien, nous sommes concurrents des forces de sécurité intérieure et nous nourrissons finalement nos interventions dans ce qu'on appelle le dialogue civilo-militaire qui s'exerce, me concernant, directement avec le préfet Nunes, préfet de police de Paris. C'est d'ailleurs ce qui fait notre quotidien depuis 8 ans. Donc nous sommes rodés. Ça ne fait pas de nous forcément des gens qui péroront et qui assureront que nous serons prêts, mais ça nous rend modestes. Et en tout cas, c'est la réalité que nous vivons. Et nous allons adapter nos dispositifs aux enjeux de l'été 2024, tant il est vrai que tout ce que nous vivons, y compris la Coupe du Monde de rugby il y a quelques semaines, est d'une ampleur radicalement différente. Nous en sommes parfaitement conscients. D'où la nécessité de monter en puissance avec beaucoup de volonté, de volontarisme. C'est ce que nous faisons. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions. Oui, bonjour, mon général Nicolas Barotte du Figaro. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions sur les 15 000 militaires qui seront mobilisés de camp à camp? C'est toute armée confondue. Est-ce que c'est 15 000 plus sentinelles ou c'est sentinelles confondues? Et sur la pelouse de Reuilly, à quoi va servir le camp militaire? Il sera occupé par 5 000 militaires en permanence. Vous pouvez un peu préciser? Merci. D'accord. Donc, s'agissant de la montée en puissance de la force, bien entendu, elle ne va pas arriver la veille, c'est-à-dire le 25 juillet. Monter en puissance sur le plan opérationnel et de façon ordonnée une force, ça nécessite un peu d'inertie. Et donc, cette force, elle va commencer, pour certaines fonctions d'expertise, à arriver dès le printemps. Et pour l'essentiel de la force, quasiment 2 mois avant. Alors, dans un processus très continu de montée en puissance. Pour répondre à votre deuxième question, il n'y a pas la force des JOP en parallèle de la force Sentinelle. La force Sentinelle d'aujourd'hui représentera le socle, la colonne vertébrale de la force qui va finalement s'adosser sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire lutte contre le terrorisme. J'ai rappelé tout à l'heure que quelles que soient les missions, toutes, quelque part, contribuent à la lutte contre le terrorisme. Et donc, il n'y aura qu'une seule mission qui portera vraisemblablement le nom de Sentinelle et qui sera adaptée à la singularité de l'événement. Et puis, le troisième point sur la pelouse de Reuilly, eh bien, je vous ai dit, on est de la classe de capacité de la classe de 5 000 personnes. Là, ça sera les forces du type Sentinelle d'aujourd'hui. Et dans tous les scénarios, c'est un camp qui sera armé d'emblée. Pour faire simple, les 5 000 premiers iront sur la pelouse de Reuilly, tant il est vrai que c'est un site précieux sur le plan opérationnel. Vous connaissez cet endroit. Il est à proximité de la zone de préparation de la cérémonie d'ouverture, premier point. Et puis, il est aux portes de Paris, avec des capacités de pénétration dans Paris et des axes de variantement qui sont très divers et qui sont sur le plan opérationnel particulièrement précieux. Voilà, c'est une condition du succès, au moins pour ce qui me concerne en Île-de-France, que de détenir ce site-là. Bien entendu, nous disposons aujourd'hui comme demain d'un certain nombre d'emprises militaires en Île-de-France. Certaines sont très performantes sur le plan des conditions d'accueil. Elles ont un inconvénient. Quand vous superposez mes capacités de stationnement sur la carte des sites d'épreuve, il n'y a pas une synergie et une optimisation totale. Il y a des sites d'emprises militaires qui sont trop éloignés des emprises olympiques. En conséquence de quoi, ces sites-là seront armés en dernier, en fonction du volume de la force au final. Mais aujourd'hui, pour répondre aux effets militaires tels qu'ils ont été définis au titre du dialogue civilo-militaire, à 250 jours de l'échéance, la force sera sur l'ensemble du territoire national de 15 000, dont 10 000 à Paris. Autre question? Oui, la question sur Coubertin. Bonjour, oui, j'ai cette question-là et j'en ai également d'autres. Donc sur Coubertin, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu les exercices? Si clarifier les dates, on a parlé du début du 13 ou début du 14, juste savoir quand est-ce que ça a commencé. Coubertin. Oui, Coubertin. Et Paris 2024 a lancé ces dernières heures son 4e appel d'offres en matière de sécurité privée. Est-ce que l'armée a vocation à se substituer au lot qui resterait sans entreprise attributaire? Alors, s'agissant de l'exercice Coubertin, donc il a commencé en début de semaine dernière, c'est-à-dire lundi,
et il s'est fini, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui. Voilà, on est sur une séquence d'une bonne dizaine de jours. Vous posiez tout à l'heure la question des scénarios. Je ne vais pas rentrer, bien sûr, c'est peut-être pas le lieu, sur le descriptif exact de l'exercice qu'on a conduit, mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que le maître mot de cet exercice, c'était le réalisme. Le réalisme à triple titre. Le premier, c'est que nous avons une vision très claire à la minute près de ce qui se passera pendant les Jeux en termes d'organisation. On sait quelles sont les épreuves à tel endroit et à telle heure. Par exemple, aujourd'hui, dans l'exercice, on est le 9 août. Et d'ailleurs, dans 2 jours, c'est la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Je referme la parenthèse. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont la nature des menaces et des risques qui, réellement, s'appliqueront à nous. Et donc, c'était le but de cet exercice, c'était de jouer, voilà, une espèce de wargame, de jouer un certain nombre de scénarios. On a joué des scénarios dans le champ des menaces et dans le champ des risques. Donc, on a eu un peu tout, on a été servi. La menace terroriste, la chute d'avions, les attaques de drones, les mouvements perturbateurs à l'entrée de nos emprises militaires. On a eu une période caniculaire au-delà de 45 degrés, donc un risque climatique. Voilà tout ce qu'on a eu. On a eu un wagon qui s'est renversé avec une fuite d'agents chimiques et un dispositif de sécurité à mettre en place. Et on a même eu des choses qui n'ont rien à voir avec les Jeux, et que je vis dans ma fonction de gouverneur militaire de Paris, c'est-à-dire un plan hommage, parce que dans le scénario, au tout début de l'exercice, on a eu 4 morts sur un IED, un engin improvisé, explosif improvisé au Liban, et avec 4 soldats tués. Et donc on est le 9. Demain, dans l'exercice, même si ça ne continue pas, il y a le plan hommage présidé par le chef de l'État dans la cour de des Invalides. Parce que malheureusement, pendant les Jeux Olympiques, je dirais que les opérations se poursuivent et que nous sommes toujours possiblement soumis à des décès en opération et qu'on ne mettra pas sur pause parce qu'on continue les JO. Voilà. Donc moi, j'en retire un très grand réalisme, étant entendu qu'en plus, contrairement au Coubertin de janvier 2022, à quelques exceptions près, la quasi-totalité des joueurs seront encore présents dans 8 mois. Et ça, c'est la différence entre impliqués et concernés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça motive. Donc pour moi, c'est un grand succès. Et puis dernier élément, sans être trop long, c'est qu'on a joué le dialogue civilo-militaire que je vous ai expliqué, avec des cellules de réponse, y compris avec des gens, je cite par exemple le préfet Boulanger, qui est secrétaire général de la zone de défense, qui a bien voulu prêter de son temps pour entretenir dans des vignettes des séquences de dialogue civilo-militaire où il y a des expressions de besoin de la préfecture de police de Paris et qui suscite un dialogue, et on regarde, on étudie, en liaison bien sûr avec le Centre de planification et de conduite des opérations de l'EMA, on regarde dans quelle mesure on est en capacité, où il est opportun ou pas, de satisfaire le besoin. C'est la vie de tous les jours, dans la vraie vie de Sentinelle. J'ai répondu à votre question. Alors, pardon. Oui, non, mais je ne veux pas... Alors, la dernière question, qui est d'un champ complètement différent. Les effectifs que je vous ai donnés répondent à la capacité des armées à satisfaire les effets tels qu'ils nous ont été exprimés à ce stade. Ça ne veut pas dire que dans les 250 jours à venir, il n'y aura pas d'autres missions, qu'elles relèvent de la sécurité privée ou pas. Enfin, je veux dire, il y a d'autres champs missionnels que je ne vais pas détailler là, qui pourraient susciter qui pourraient susciter des demandes particulières en interministériel. De façon factuelle, vous l'avez dit, où en sommes-nous en matière de sécurité privée? Même si ce n'est pas au général Abad, gouverneur militaire de Paris, de décrire. Ceci étant, très simplement, nous sommes dans un processus qui a commencé à la fin de l'année 2022, un processus d'appel d'offres. Tous les besoins en sécurité privée ont été allotis. Et on est en plusieurs tranches. Vous avez cité la 4e et dernière tranche, qui nous permettra, nous étant l'État, le COJO, le comité d'organisation, d'avoir une vision consolidée de la situation, de ce qu'on appelle la couverture contractuelle des besoins de sécurité privée, on va dire, à l'horizon de fin janvier 2024. Qu'en sera-t-il à l'horizon de fin janvier 2024? Je ne suis pas plus devin que vous. Et je suis comme vous, je suis vigilant, en tant que chef militaire, sur d'éventuelles défaillances et la façon dont ces défaillances pourraient être couvertes. À ce stade, il existe, là aussi sans rentrer dans le détail, un protocole entre le COJO et les armées qui définit très précisément qu'en cas de défaillance de la sécurité privée, c'est l'État qui prend le relais. Et l'État, c'est qui, en l'espèce? C'est soit les armées, soit la police, soit la gendarmerie. Voilà. Donc le choix qui a été fait,
c'est de dire on va aider les sociétés de sécurité privée à remplir la mission et à faciliter la tâche. Dans les aides, il y a par exemple la diminution des actions de formation, une action spécifique qui est pas de 175 heures de formation, mais de 106 heures, dédiées à des grands événements. Concomitamment, l'État pousse pour accroître le flux d'entrée en formation, voilà, motiver les gens avec Pôle emploi, enfin, vous connaissez tout ça. Et puis on ira au résultat. Et puis comme nous, on a quand même un peu l'anticipation dans notre ADN et cheville au corps, et puis bien sûr, en responsabilité et en liaison avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, on est en train, dès à présent, de réfléchir aux voies et moyens de compensation si d'aventure il venait à avoir une défaillance de la sécurité privée. Mais en aucun cas, aujourd'hui, qui que ce soit peut affirmer que, de façon automatique, de façon bijective, défaillance de la sécurité privée engendrerait engagement massif des armées. Voilà. J'ai répondu à votre question. Merci. Monsieur. Rebonjour. Donc, moi, j'avais juste une question, donc juste une précision. D'abord, si ma mémoire est bonne, Sentinelle, maintenant, on est à 10 000, c'est ça? Alors, vous avez d'autres questions? Oui, après, j'en ai d'autres. Une concernée, je veux dire, malheureusement, en France, on a pris l'habitude de voir les soldats de Sentinelle dans les rues. Pour beaucoup de visiteurs qui viendront de pays autres que la France, c'est pas une habitude. Et je voulais savoir comment les soldats qui patrouillent, comment ils seront préparés à ça. Est-ce que d'abord il y aura un entraînement peut-être de langue pour qu'ils puissent communiquer plus avec des visiteurs de partout. Et puis aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire aux visiteurs qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des militaires dans la rue? Est-ce que les militaires ont le droit d'arrestation, par exemple? Est-ce qu'il faut tout simplement les écouter et pourquoi? Bon, on va reprendre les choses. Je vais essayer de répondre de façon structurée. Bon, vous le savez, là, je vais pas plagier le chef de l'État. À la suite des événements et de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, le président a décidé, le président des armées, le président de la République, chef des armées, a décidé de porter les effectifs de Sentinelle à hauteur de 7 000. C'est-à-dire dans un dialogue civilo-militaire, je reviens à ce dialogue-là au niveau zonal, mais équivalent dans toutes les zones, dans l'expression des préfets de zone, eh bien, nous engageons des moyens qui, au moment où je parle, sont engagés sur le terrain ou en alerte sous très court préavis. Ça, c'est la réalité de Sentinelle. À l'horizon de l'été 2024, bien, finalement, le socle de ce que nous vivons depuis 2015 est inchangé. C'est-à-dire que je constate déjà aujourd'hui, quand je me rends sur le terrain, que les Franciliens ont globalement pris une certaine habitude de la présence de soldats armés lourdement avec des fusils d'assaut dans les rues de Paris, mais que le touriste qui arrive, qui sort d'une gare ou d'un aéroport et qui tombe nez à nez avec une patrouille de sentinelles est relativement surpris. Bien entendu, à l'échelle des Jeux, avec le nombre de visiteurs internationaux, ben, ce phénomène va se confirmer. On ne donne pas des cours de langue particuliers à nos soldats à cet effet, même si on a plein de soldats ou de jeunes cadres qui parlent plusieurs langues, dont la langue anglaise. Et s'agissant de la formation, eh bien là, comme toute opération militaire, les opérations sur le territoire national n'échappent pas à une préparation très minutieuse. Et les soldats que vous croisez, si vous sortez dans les rues tout à l'heure et que vous croiserez des soldats, ils ont fait l'objet, avant de leur engagement en Île-de-France, d'une mise en condition opérationnelle qui permet finalement de les mettre dans l'ambiance d'une part et d'avoir des modules, je ne rentre pas dans le détail, d'adaptation spécifique à l'engagement sur le territoire national. Il en sera de même lors des Jeux de l'été 2024. Et pour ceux qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui viendront, qui n'ont pas cette habitude? Écoutez, je ne sais pas si on me posera la question, moi, gouverneur militaire de Paris, mais j'ose imaginer que ce n'est un secret pour personne qu'il y a des militaires dans les rues de Paris aujourd'hui et que dans le dispositif et le contexte sécuritaire qui prévaudra à l'été 2024, je pense que les autorités compétentes de l'État français prendront toutes les dispositions en matière de communication pour déjà expliquer la situation sur le sol national et faire en sorte que la présence significative de policiers, de gendarmes et de militaires concourt à l'objectif qu'on recherche tous, c'est-à-dire le parfait déroulement des Jeux et le plein succès de cette épreuve planétaire qui doit permettre à notre beau pays, finalement,
d'être mis en valeur et de réussir. Parce que derrière les enjeux d'organisation, il y a aussi les enjeux symboliques, les valeurs propres à Coubertin. Et c'est aussi ça, l'engagement des armées. C'est aussi la volonté aussi de passer des messages vis-à-vis de la jeunesse. C'est tout ça, c'est le champ de la sécurisation. Mais comme l'a dit Madame la directrice en introduction, nous sommes engagés à travers les sportifs et puis également vis-à-vis des messages que nous passerons à la jeunesse en matière de valeurs partagées. Et je pense que ces valeurs d'olympisme, elles sont portées par les armées. Bien sûr. Là, avec le retour d'expérience de la Coupe du Monde de rugby, il y a eu énormément de nations et de touristes ou de fans qui sont venus des pays du monde entier et qui ont vu des militaires patrouiller aux abords des stades. Je pense aussi à la fan zone, mon général, à Paris, mais aussi à Marseille, dans d'autres pays de France. Et on n'a pas été appelé sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nos soldats, quoique armés lourdement, sont quand même des gens qui inspirent à la fois le respect et puis la confiance. Bon nombre d'autorités que je croise régulièrement me disent combien ils sont rassurés de voir des soldats dans les rues, en appui de nos camarades policiers et gendarmes. Et bien entendu, nous serons présents à l'occasion des Jeux. Autre question ? Oui. Oui, bonjour. Nathan Guin, journaliste indépendant. Est-ce que cette émission ponctuelle aura des conséquences sur l'organisation du 14 juillet, à la fois dans le lieu, le format? Est-ce qu'il y a peut-être volonté de faire converger les unités déjà présentes sur Paris et les faire défiler, elles, en priorité? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que le 14 juillet, si vous comptez bien, est à 12 jours de la cérémonie d'ouverture, donc c'est impactant, premièrement. Et puis parce que, plus concrètement, la place de la Concorde est un site d'épreuve. En conséquence de quoi, nous avons dû anticiper et faire valider déjà il y a plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, par le chef de l'État, un autre site qui est le cours de Vincennes, dont je précise à tous que ce n'est pas une première de l'histoire des défilés depuis 1880, puisque M. Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, a défilé les troupes, cours de Vincennes. Nous aurons donc un défilé inédit dans le lieu, adapté dans ses modalités, mais qui répondra aux attentes de la fraternité et de la concorde nationale qu'on attend d'un jour de fête nationale. J'en profite pour répondre à une question qui est liée, c'est-à-dire que dans le même temps, à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Para, le 25 août, nous aurons à célébrer le 80e anniversaire de la libération de Paris, qui lui aussi ne se passera pas sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, lui aussi site olympique, et qui nécessite finalement de sortir la boîte à idées et d'être imaginatif et puis bien entendu de faire de cet événement anniversaire un événement prestigieux. Donc on a conjugué à la fois les Jeux olympiques, l'entre-jeux, les Jeux paralympiques, le 14 juillet et la cérémonie du 80e anniversaire de la libération de Paris. Voilà. Donc vous êtes conscient que nous serons un peu occupés à l'été 2024. S'agissant d'une question que vous avez posée la dernière, c'est en quoi on arrive à conjuguer les forces qui défilent et les forces qui sont engagées dans l'opération. On y réfléchit, mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans les forces qui défilent, il y a assez majoritairement les écoles. Et donc les écoles, c'est un objet à part. Les écoles ne seront pas engagées dans la sécurisation des Jeux. Voilà. D'autres questions ? Bonjour, Alban Traquet de l'équipe. Je voudrais savoir si dans vos scénarios d'anticipation existe également l'éclatement d'un conflit mondial, en fait, d'ici le début des Jeux Olympiques. Alors, pour être très franc, on ne l'a pas joué à Coubertin. Parce que ça veut dire qu'on aurait arrêté l'exercice puisqu'il n'y a plus de jeu. Non, sérieusement, non, on n'est pas sur des scénarios disruptifs au point de dire les Jeux s'arrêtent. On est sur des scénarios qui sont de nature à perturber le bon ordonnancement des Jeux. Et ça, c'est déjà pas rien, quelle que soit la dimension. Donc, non, on n'a pas fait le scénario de Troisième Guerre mondiale. Ceci étant, on est sur des scénarios qui s'ils ne sont pas anticipés, peuvent qui peuvent avoir un fort pouvoir de perturbation. Voilà, les attaques terroristes, par exemple, comme nous l'avons connu
dans les années passées peut être de nature à perturber fortement les jeux. D'où tous les dispositifs qui sont mis en place par les moyens que j'ai évoqués et qui doivent prévenir ces occurrences-là. Et bien sûr en étroite association avec les services de renseignement compétents qui analysent les menaces et les risques. D'autres questions ? Parfait. Merci beaucoup, Général. S'il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Nous vous remercions pour cette présentation très complète et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le point presse, donc qui sera le 30 novembre et qui sera assuré par le général Cluzel. Merci beaucoup et très bonne fin de journée.